que j'appuie l'école de la source à différentes disciplines, axes d'action. Il y en a un qui est très fort, c'est bien entendu la formation des infirmiers et des infirmières. Dieu sait que c'est important actuellement et qu'on parle des infirmiers qui sont mis justement en valeur, enfin j'ai envie de dire peut-être. Mais par contre, quelle est l'évolution de ce métier-là? Où est-ce qu'il va? Est-ce que vous voyez une certaine évolution déjà dans les responsabilités ou peut-être dans les expertises? Est-ce que ce métier est en train ou va évoluer à l'avenir? Oui, très clairement, il évolue en fonction des besoins qui pèsent justement sur lui. Et actuellement, on est dans une phase de transformation assez importante justement qui va fortement impliquer des changements et donc impacter la profession. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis quelques années, on n'est plus face à un métier, mais bien à une profession avec une zone d'autonomie qui est en train de croître toujours plus. Les infirmiers et les infirmières sont formés pour prendre des décisions cliniques, pour évaluer cliniquement le patient, etc. Et on a aussi ouvert une formation de niveau master et une formation de niveau doctorat. Donc on a les 3 étages de la fusée à 3 étages de l'université. Donc ça, c'est déjà une profonde transformation. Et puis alors, en termes d'application clinique, le métier est en train de changer. La profession est appelée à contribuer de manière extrêmement extensive à la transformation du système de santé lui-même. Aujourd'hui, on est placé devant un grand nombre d'enjeux. Notamment, un des enjeux, c'est de réduire la voilure du plateau technique, des hôpitaux pointus. Il y aura toujours des hôpitaux avec des soins très aigus, avec un plateau technique de très haut niveau, mais la tendance, c'est raccourcir les temps d'hospitalisation, c'est augmenter les traitements ambulatoires, et donc ça se fera obligatoirement avec un transfert de l'hospitalier vers les soins à domicile. Et là, dans les soins à domicile, les infirmières et les infirmiers ont un rôle extrêmement important. Et si je devais le résumer, je dirais que nous sommes en train de passer d'une logique de maintien à domicile, où les soins à domicile visaient à ce que vous, ou votre grand-papa, votre grand-maman puissent rester tranquillement à la maison et ne pas être admis dans un établissement médico-social trop tôt, voire pas du tout. Eh bien, on passe d'une logique de maintien à domicile à une logique de prise en charge à domicile. Ça va du diagnostic au traitement, au suivi du traitement et à la réhabilitation. Et donc on va toujours avoir le maintien à domicile, mais de plus en plus de phases aiguës à domicile. Et je pense que les soins à domicile sont appelés à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans l'aigu. Donc ça va être assumé par des infirmières, obligatoirement. Alors, plus de responsabilités, plus de compétences, forcément, parce qu'on a besoin de ça. Est-ce que la question qui fâche, est-ce que la rémunération des infirmiers est en corrélation à cette évolution-là? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'elle a toujours été en retard, parce que vraiment on vient d'un monde qui historiquement était le monde des religieuses et du don de soi, n'est-ce pas? On n'en est plus là du tout. Les jeunes hommes et les jeunes femmes qui viennent se former aujourd'hui sont intéressés par une profession éminemment relationnelle, mais aussi très scientifique, donc, et très technique aussi. Il y a aussi le geste. Donc ces 3 dimensions, le relationnel, le scientifique et le technique, se mêlent très très bien dans les soins infirmiers. Bien entendu, à comparaison de compétences par rapport à d'autres professions, les infirmiers et les infirmières n'ont pas encore tout à fait terminé leur combat, leur travail pour être rémunérés de la bonne manière. Puis en termes d'image aussi, parce que c'est vrai que dans le commun des mortels, le citoyen lambda, quand on dit qu'on est infirmier, c'est vrai que c'est pas une connotation péjorative du tout, mais c'est très limité. Dans la tête des gens, l'infirmier fait peut-être 10% de ce qu'il fait réellement dans la vie professionnelle. Je pense que c'est surtout dans la tête des gens qui n'ont pas eu vraiment un gros pépin, un gros souci, parce que quand même ceux qui passent par l'hôpital, ceux qui passent par les soins intensifs, ceux qui passent un petit peu partout, finissent par dire merci, j'ai eu des médecins très compétents qui m'ont super bien soigné, et puis j'ai surtout, ou en tout cas au moins aussi, de manière aussi importante, été très très bien soigné par des infirmiers et des infirmières, mais également par des physiothérapeutes, des ergothérapeutes. C'est pas limitatif. Mais vous avez parfaitement raison. Les soins infirmiers, ça reste quelque chose dans l'inconscient populaire, quelque chose qui est plutôt lié au travail de la femme et qui s'associe à la nutrition, aux soins au corps, etc. Tout ça, ça existe, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que cela. Exactement. Peut-être un sujet qui, quand on parle d'infirmiers, d'infirmières, profession, moi qui ai travaillé longtemps dans les ressources humaines,
on a quand même ce débat sur le monde frontalier. Oui. Quelle est votre vision de ça? Si on regarde, il y a quand même beaucoup d'infirmiers, de soins qui viennent de France, Oui. pour des raisons qui peut-être limitées au coût, ou peut-être d'autres raisons, je ne sais pas. Comment est-ce que vous voyez cette situation-là? Eh bien, sans vouloir être un Normand, hein, mais je vois ça de manière à la fois favorable et défavorable. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord favorable parce qu'aujourd'hui, sur 10 infirmières ou infirmiers qui sont engagés, 4 à 5 sont des Suissesses et 5 à 6 sont des étrangers. Par manque d'effectifs suisses. Donc la Suisse est totalement dépendante de l'alimentation, excusez-moi de le dire comme ça, mais en main-d'œuvre étrangère. De ce côté-là. Donc par exemple, typiquement, vouloir voter pour des initiatives qui interdisent l'entrée dans le pays, c'est juste fermer les hôpitaux directement. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, bien entendu, on peut être que positif puisque nous vivons grâce à cette immigration. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect négatif, c'est que, bien entendu, nous pêchons, nous prenons nos infirmières, nous les prenons dans la région frontalière, nous allons les chercher en France, en Allemagne, en Italie, et puis nos amis français sont obligés d'aller chercher des infirmières en Espagne, au Portugal, qui eux-mêmes vont dans les anciennes colonies chercher au Mozambique ou bien je ne sais pas où, et donc c'est un jeu de domino. Il y a de toute façon au bout du compte un endroit où on en manque alors drastiquement. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on en manque? Pourquoi est-ce que sur 10 infirmiers qui sont engagés en Suisse, il y en a 6 qui sont français? Est-ce que c'est un manque ce métier n'est pas assez attirant? On ne communique pas là autour pour montrer peut-être les bons côtés de cette profession? Est-ce que les conditions ne sont pas assez bonnes? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait de moins en moins d'infirmiers? Je vous remercie de me poser cette question parce que je me demanderais à quel moment je pourrais placer l'initiative fédérale que les infirmiers et infirmières ont déposée il y a très peu de temps. En fait, oui, c'est un véritable problème parce que, en fait, si vous regardez, dans la Suisse romande, parce que les cantons romans ont été extrêmement agressifs de ce côté-là, en plaçant l'intégralité de la formation au niveau HES et ensuite au niveau universitaire avec les masters et les doctorats. Donc vraiment une révolution qui a eu lieu entre 2002 et 2007 et qui était assez spectaculaire. Qu'est-ce qu'on a vu en même temps? On a vu une augmentation majeure du nombre d'étudiants. Si je prends simplement mon école, La Source à Lausanne, quand j'ai repris la direction de l'école en 2006, il y avait 280 étudiants. Aujourd'hui, il y en a 950, seulement pour le prégradué, plus encore 300 ou 400 étudiants en postgradué. Donc la croissance, elle a été énorme. Donc de ce côté-là, on peut se dire qu'on devrait bien mieux répondre à la pénurie. Et en fait, ce n'est pas tout à fait le cas parce que, encore aujourd'hui, les infirmiers et infirmières, pas tous, mais vont diminuer drastiquement leur taux d'activité, voire même quitter la profession assez vite parce qu'elle est pénible. Ouais. Par ailleurs, il manque une certaine reconnaissance, et je peux vous donner un exemple ou deux tout à l'heure, et puis il manque aussi une reconnaissance salariale, il manque aussi dans les conditions de travail une bonne dotation pour garantir la sécurité des patients. Donc on voit partir des infirmières un peu fatiguées, et ça c'est la baignoire qui se vide et qui se remplit. On leur demande trop, on ne les paye pas assez, ou on ne les reconnaît pas assez. Voilà, mais vous savez, c'est pas qu'une question d'argent. Alors il y a une question d'argent, c'est complètement évident. Voilà, c'est ça. Mais quand vous voyez, je reprends par exemple une collègue de soins à domicile qui, pour les soins à domicile, est obligée de passer par la case du médecin généraliste pour obtenir une ordonnance pour pouvoir aller chercher une nouvelle paire de bas de contention parce que chez sa patiente, les bas de contention sont fichus. Franchement, elle perd son temps. Elle perd son temps à aller faire signer une ordonnance par un médecin qui ne sait pas pourquoi on le dérange, mais qui est le seul à pouvoir le faire parce que c'est remboursé par l'assurance. Là, par exemple, l'initiative fédérale dit que pour prescrire les soins, c'est-à-dire une douche, passer du principe que pour ce petit grand-papa ou cette petite grand-maman, on va passer d'1 à 2 douches assistées par semaine. Les infirmières doivent demander au médecin. Là, maintenant, nous, on demande qu'elles prescrivent elles-mêmes les soins. On ne demande pas qu'elles prescrivent les traitements anticancéreux, mais qu'elles prescrivent la pommade pour la plaie, les bas de contention, etc. C'est assez vexatoire. Donc, oui, nos collègues ne se sont pas reconnus, du coup. Totalement. Je comprends. C'est un cercle un peu vicieux. Un deuxième axe de l'école La Source, important, c'est la recherche et développement, l'innovation. Hein. L'objectif étant, si je ne me trompe pas, d'apporter un maximum d'efficience dans les soins. Quels sont les axes sur lesquels il y a encore une bonne marge de main-d'œuvre à faire pour rendre les soins peut-être plus efficients, plus optimales?
Mais c'est un processus continu. C'est le principe de la démarche qualité, c'est-à-dire que nous ne pouvons que, en permanence, réinterroger la qualité de ce qu'on fait, les techniques, les protocoles, les approches, et puis elles évoluent en fonction aussi de l'évolution de la population, de ses attentes, elles évoluent en fonction des traitements, des approches thérapeutiques. Et donc, typiquement l'exemple que vous donniez, qu'une infirmière puisse donner une ordonnance, c'est aussi une efficience dans les soins. Oui, alors ça c'est effectivement quelque chose d'efficient, ça lui évite de perdre une demi-heure ou 3/4 d'heure pour aller quémander une ordonnance. Ça c'est sûr que du coup elle gagne du temps, donc elle peut soigner une personne de plus, ça c'est sûr. Non mais ça va bien au-delà, il y a de nouveaux traitements, les nouveaux traitements entraînent des nouveaux soins. Vous savez, quand moi je me formais, ça fait il y a très longtemps, on mettait 23, 24 jours d'hospitalisation pour quelqu'un qui se faisait enlever la vésicule biliaire. Aujourd'hui, c'est ambulatoire. Donc vous imaginez bien que la manière de suivre le post-opératoire d'une chirurgie de cet ordre, puis de suivre encore la personne éventuellement à domicile si tant est qu'elle ait quelques besoins, c'est très condensé, c'est des protocoles qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on faisait auparavant. Donc on est toujours en train d'améliorer. On veut aussi améliorer l'accès aux soins. Par exemple, j'ai une équipe de recherche qui travaille sur l'accès aux soins pour les gens qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme, qui ne sont pas vraiment toujours bienvenus dans les cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les hôpitaux, pour les prises de sang, etc. Il y a un vrai enjeu. Donc, dans vraiment une grande frange d'activité des soins infirmiers, il faut réinterroger les pratiques et les faire évoluer. Quand je parle de recherche, développement, innovation, forcément, il y a quelque chose qui me vient en tête automatiquement, c'est la technologie. La technologie est en train de bouleverser toutes les industries. Et franchement, là, on sort peut-être de la formation et de l'école, mais plus, même pas. Donc, parce que c'est lié, de toute façon, à ce qu'on doit former aux gens. Mais tous ces wearable devices, toutes ces montres connectées, tout ce que Google a affirmé vouloir abolir la mort, d'ici 10 ans, ils affirment pouvoir prolonger de 30 ans la vie. Facebook, Amazon, toutes ces GAFA sont en train d'investir dans la santé, et toute cette technologie permet de recueillir un nombre de données qui sont spectaculaires. Après, il y a la problématique d'utilisation. Est-ce que cette avancée technologique va aider la santé, sincèrement, et va détecter des maladies plus tôt, oui, il faut avoir peur de ça et se protéger un peu? Vous apportez des vraies problématiques, mais d'une manière qui m'oblige quasiment toujours à dire oui et non. Hein. C'est-à-dire que tout d'abord, ici à l'école, à la Source, on a un laboratoire d'innovation, le Source Innovation Lab, qui est un laboratoire qui travaille avec des dizaines de start-up dans toutes sortes de domaines, y compris technologiques, le e-health, etc. Il y a d'énormes avancées technologiques qui peuvent nous intéresser. Alors je vais vous donner un exemple, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler trop longtemps, mais un exemple, c'est par exemple, il y a une start-up qui travaille sur un gant connecté que peut mettre le patient lui-même ou un proche, et puis sur certains points du corps, pouvoir capter un certain nombre d'informations comme la tension artérielle, la saturation en oxygène, toute une série de données qui peuvent permettre éventuellement à l'équipe de soins à domicile de se rendre plus rapidement chez la personne parce qu'on détecte quelque chose. Et c'est un simple gant qui serait en dépôt comme ça sur la table de nuit. Là, on a une technologie extraordinaire. On a un vrai progrès, si ça peut se réaliser, un vrai progrès. Maintenant, vous arrivez effectivement avec les GAFA. Les GAFA n'ont strictement, et alors là, il faut vraiment le dire, mais aucun intérêt à ce que nous allions bien. Donc, ils ne s'intéressent strictement pas à notre santé du tout, ils s'intéressent à notre porte-monnaie. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent vendre? Ils peuvent vendre beaucoup de choses, notamment des datas. On sait très très bien que plus on connecte de données, plus on a de pouvoir, plus on collecte de données, plus on peut en vendre, et c'est bien ce que les GAFA veulent faire. Avec une campagne de relations publiques extrêmement forte. Mais forte. bien sûr, ils sont très forts. Ils sont capables de dire qu'avec cette montre ici, si j'ai un arrêt cardiaque, on peut informer directement les urgences automatiquement. C'est ça. Ce qui n'est pas faux. Oui. Mais on a compris que l'objectif derrière est bien entendu. L'objectif n'a rien à voir avec notre santé, l'objectif est financier. Donc en plus, naturellement, ils vont développer parallèlement des assurances et toutes sortes de choses. Donc nos montres vont renseigner les assurances, vont renseigner tout plein de gens. Pourquoi pas la police, pourquoi pas les ambulances, etc. La question, c'est dans quel monde voulons-nous vivre? Et là, c'est une vraie question. Le monde de la santé pourrait éventuellement utiliser ces données recueillies avec un objectif peut-être un peu malsain, mais d'utiliser ces données.
pour quelque chose de bien. Mais voilà, la question, c'est l'objectif. Vous avez beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur, par exemple, les téléphones cellulaires qui donnent des informations, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez une voiture dans laquelle vous avez une carte avec le Google Maps, et puis moi, faut pas être non plus hypocrite. Je suis très heureux quand je suis dans ma station de ski et que je regarde sur la Google Maps pour me dire « Ah, c'est pas le moment de passer à Aigle parce que c'est rouge ». Si c'est rouge, c'est parce qu'il y a beaucoup de téléphones sur l'autoroute à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui, en termes d'impact groupal, a un intérêt clair. Maintenant, quand c'est vous ou moi, mais votre, parce que moi je n'ai pas de montre, mais quand vous avez votre Apple Watch ou je ne sais pas laquelle, qui donne de l'information à plein de gens qui en font ce que vous ne savez pas qu'ils en font à votre insu et qui nourrissent finalement un certain nombre de big data et de deep learning machines, là vous ne savez pas ce qu'on fait avec vos données. Vous avez par exemple un extraordinaire système qui a été créé qui s'appelle Watson. Watson est devenu extraordinaire parce qu'il est capable de lire une radiographie en quelques millièmes de seconde avec un niveau de qualité et de crédibilité du diagnostic qui est assez époustouflant. Pour ça, il a fallu effectivement collecter des millions de radiographies et les lui faire ingurgiter. Je pense que là, on a quelque chose de positif. Ouais. Avec IBM Watson Healthcare. Hein, exactement. Ça, ouais. Alors que dans d'autres cas, très franchement, mais là, il y a un avantage pour la santé. Ouais. Tandis que dans beaucoup d'autres avantages, on veut surtout vous vendre des choses et vendre vos données à autrui. Et là, on doit faire très attention. Il n'y a rien de mal de récupérer des données. Ce qu'il y a de mal, c'est qu'est-ce qu'on en fait avec. Dans notre laboratoire d'innovation, on s'est retrouvé avec des ingénieurs qui vous disent on peut capter tout. On peut savoir s'il y a longtemps que vous n'avez pas ouvert votre frigo, la grand-maman ne mange plus, on reçoit une alarme parce qu'elle n'ouvre plus son frigo. On reçoit une alarme parce qu'elle s'est levée 4 fois pendant la nuit pour aller faire pipi. On reçoit une alarme parce qu'elle est allongée au sol, etc. Alors, dans certains cas, c'est très utile, quelqu'un qui tombe et on reçoit une alarme. Maintenant, pour un ingénieur, imaginez une caméra qui vous filme sur vos toilettes pour savoir si vous êtes constipé, je pense que vous ne serez pas d'accord. Donc, dans un laboratoire d'innovation comme le nôtre, on teste notamment, et entre autres, l'acceptabilité et l'utilité pour les soins et pour les bénéficiaires de soins. L'école La Source fait beaucoup de séminaires, de conférences quand même, hein, partage énormément. Et bon, j'ai une deuxième question derrière cachée, mais est-ce que vous pensez, est-ce que le partage, c'est sincèrement dans une industrie, entre sociétés, est-ce que c'est le seul moyen d'avancer rapidement ? Oh, c'est certainement pas le seul moyen, mais c'est un moyen obligatoire. D'ailleurs, l'école La Source se trouve dans la HES de Suisse occidentale. La HES Suisse occidentale, c'est l'université des métiers, on est dans le milieu universitaire. Et dans le milieu universitaire, il y a quand même une règle, c'est de dire quand on a quelque chose à dire, quand on découvre quelque chose, ou quand on est innovant et qu'on veut partager, eh bien, il faut partager parce que nous ne sommes pas une société qui va tirer un brevet et ensuite exploiter nos découvertes à titre financier ou à titre commercial. Nous sommes en plus une fondation sans but lucratif. Donc il est absolument naturel dans l'ADN même de nos chercheurs et de nos enseignants de diffuser les bonnes pratiques telles qu'ils les ont eux-mêmes déterminées ou apprises et d'aider les équipes de soins à progresser si tant est qu'il y ait une demande. Nous avons beaucoup, non seulement de conférences et de séminaires, mais aussi beaucoup de prestations de services avec des hôpitaux, des EMS qui viennent nous demander de les aider à changer un niveau de prestation. Donc, dans la santé, si on n'est pas comme La Source, mais en général une fondation à un but non lucratif, mais quand on est une société privée qui veut du bénéfice, vous voyez où je veux en venir. Si toutes les pharma avec le vaccin là, qu'on a élaboré, s'étaient échangés, s'étaient partagés des choses, etc., on aurait trouvé quelque chose, je pense, 2 fois plus rapidement. Est-ce qu'il y a ce côté, alors peut-être je vis dans le monde des bisounours, hein, certainement, j'ai une vision un peu naïve, mais le côté commercial derrière l'univers de la santé, est-ce que ça ne devrait pas être réglementé et au bout d'un moment... c'est horrible, cette course du profit à travers la santé, c'est absolument abject.
Alors, ce qui est vrai, c'est que la course du profit est tout à fait abjecte. Maintenant, quand on régule, on étatise, et quand on étatise, on écrase. On écrase aussi la diversité, on écrase la concurrence, et on est dans un canton où on a eu un ministre qui n'a eu de cesse pendant de nombreuses années que d'écraser toute concurrence. Donc, je crois qu'il faut le dire, il faut de la concurrence, il faut de l'émulation. Et qu'est-ce que ça peut faire si on a un groupe qui s'installe sur la côte ou ici à Lausanne et qui exploite une ou plusieurs cliniques privées? Eh ben, c'est très bien. Ça, peut-être, c'est le petit aiguillon qu'il faut pour se dire ne ronronnons pas, on doit être encore meilleur qu'eux. Donc ça, dans ce sens-là, je suis assez libéral. Maintenant, d'un autre côté, vous avez la Fondation La Source elle-même est sans but lucratif. Alors elle exploite une clinique privée, mais alors le modèle lui-même est extrêmement intéressant parce qu'elle exploite une école, un institut et haute école de santé, une clinique privée, il n'y a aucun actionnaire. Si la clinique, qui est le seul moteur économique pouvant terminer par un bénéfice, si la clinique le fait une année ou l'autre, eh bien cet argent est directement investi dans l'outil de travail ou dans l'outil de formation, mais en aucun cas les gens n'exploitent ça. C'est encore un modèle intermédiaire. Mais vous venez de dire quelque chose d'important, me semble-t-il, vous dites à propos du vaccin. Là, il y a quelque chose par rapport à la rapidité de mise sur pied d'un vaccin. Beaucoup de gens s'interrogent aujourd'hui pourquoi ça a été si vite. Ça a été si vite parce qu'il y a des dizaines de milliards d'argent public qui ont été mis dans la recherche. Et donc, on a fait en 6 mois ce que d'habitude on fait en 6 ans. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de l'argent public qui a été mis. Là où on peut se poser la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une certaine naïveté de la part des autorités et des institutions publiques qui ont mis autant d'argent sur la table de ne pas avoir joué la carte ensuite du brevet non commercial et de dire vous allez, vous les universités, vous les chercheurs, recevoir ces milliards, c'est extraordinaire, le savoir va avancer très très vite, mais bien entendu, face à une pandémie, le produit, si ça marche, le vaccin, si ça marche, vous ne pourrez le commercialiser qu'au prix coûtant. Non, on a laissé, si vous voulez, on a collectivisé le coût de la recherche et privatisé le prix du vaccin. La recherche irait plus vite peut-être. Alors grâce à ça, grâce à ces dizaines de milliards, parce que les grandes pharma, elles ont abandonné le vaccin, donc c'est pas ça qui aurait, non, il aurait fallu 6 ans. Donc oui, c'est pas peut-être, c'est très clairement l'argent public a fait aller très vite. Ce qui est un peu problématique sur le plan moral, je le dirais, là, ou éthique, si vous préférez ce terme-là, c'est que on a laissé l'intégralité des bénéfices rentrer ensuite dans la poche des pharma, mais qui ont bénéficié de dizaines de milliards publics. Ça, sur le plan de l'intérêt public et notamment regarder tout ce qui peut se passer dans les pays à faible revenu, ils auront le vaccin le moins cher, fut-il moins bon. Et ça, c'est pas très acceptable. Dans cette période un peu compliquée, on va dire, le risk management, la gestion du risque, le management des risques par industrie, elle est devenue clé pour les entreprises. De plus en plus de personnes se posent la question, quels sont les risques à venir? Peut-être j'aurais pu anticiper ce qui s'est passé, etc. etc. Dans une école comme la vôtre, quels sont les risques que vous devez faire face aujourd'hui ou demain? Les risques auxquels on doit faire face sont à peu près les mêmes que pour n'importe quelle école ou n'importe quelle faculté, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir tout à coup moins d'étudiants, on pourrait avoir une alerte à la bombe, on pourrait avoir... Ça, c'est des choses extrêmement classiques, je ne vais peut-être pas perdre trop de temps sur ce sujet-là, mais le risque, il est pour nous surtout de ne pas bénéficier de collaborateurs ou de collaboratrices top niveau qui empêcheraient de poursuivre ce qu'on fait aujourd'hui, de poursuivre la recherche au meilleur niveau et l'enseignement au meilleur niveau. Ça, ce serait un des risques importants. Donc, une des responsabilités du manager, c'est d'avoir une politique de relève. Oui. Une politique de relève à la fois des cadres et une politique de relève académique. Ça, c'est, je dirais, le risque le plus important de mon côté. Mais quand même, votre question, elle m'amène à penser à autre chose. C'est que ce qu'on a vécu dans la pandémie, on est quand même en 2021, on peut encore en parler, hein, ce qu'on vit dans la pandémie et qu'on a vécu très fort déjà dès la première vague, c'est que vous n'avez pas de stock ni congelé ni lyophilisé d'infirmiers et d'infirmières en soins intensifs, en anesthésie, etc., en réserve. On a géré ces dernières années, on est allé vers une gestion des institutions de santé, un peu de type lean management, on est vraiment capable de faire parfaitement face
au quotidien, on n'a pas de réserve, ou presque pas. Ce qui veut dire que dès qu'on a un gros pépin comme aujourd'hui, eh bien, des infirmiers et des infirmières de soins intensifs, on est allé chercher tout ce qui était possible dans les services de gens formés comme ça, qui avaient peut-être quitté momentanément les soins intensifs, ou tous les anesthésistes, tout s'est arrêté dans les blocs opératoires. On est allé chercher les infirmières anesthésistes pour faire des soins intensifs, mais au-delà de ces spécialistes-là, il n'y en a pas assez. Donc, toute la question en termes de gestion des risques, c'est un équilibre entre le risque que ça soit trop cher, le système de santé, et le risque qu'il ne soit pas capable, par ailleurs, de répondre aux attentes. Et vraisemblablement, le curseur était un petit peu trop restrictif. On ne peut pas le faire partir tout à fait de l'autre côté, parce qu'on sera vers des coûts de la santé trop importants, mais je pense qu'il faut le bouger. Jacques Chapuis, merci beaucoup. Merci à vous.